Bien, bonjour, c'est un immense honneur pour moi d'être ici devant, évidemment, le Conseil de la Fédération parce que pour moi, c'est un peu comme les ligues majeures, évidemment. D'abord, d'entrée de jeu, j'aime bien présenter d'où je viens. Ben, moi, avant de faire le saut en politique, ben, j'ai peut-être eu le meilleur travail pour me préparer à occuper la fonction de député dans une circonscription rurale comme celle de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est-à-dire de travailler à l'Union des producteurs agricoles pendant près de 2 ans. Je m'occupais notamment du syndicat de la relève, de syndicat de producteurs de l'Abitibi-Ouest et autres, du Conseil en formation agricole. Et ça m'a amené à comprendre l'importance, évidemment, de l'agriculture dans une région comme la nôtre, mais dans le développement du Québec et du Canada. Et souvent, ce qu'on constate, c'est que l'agriculture, elle est oubliée. Une des grandes leçons que les producteurs, particulièrement ceux de la MRC d'Abitibi, m'ont fait, et avant même que j'aille l'ambition ou le désir de me dire que j'allais me présenter en politique pour les représenter, c'était la frustration sincère de voir que les politiciens s'adressaient à eux quand on avait besoin des producteurs agricoles, quand il y avait des enjeux, on voulait que les gens se mobilisent, ben Colin, il y avait des contacts, mais quand les producteurs avaient besoin des politiciens, ils répondaient rarement ou jamais présents. Donc, moi, rapidement, je me suis dit que ça allait être au cœur de mon mandat que de représenter les gens de l'agriculture. Même si ce n'était pas ma responsabilité au premier chef, j'ai été responsable de l'industrie, des relations avec les Autochtones. Je suis maintenant responsable des comptes publics du sport, mais maintenant, j'ai aussi la responsabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la gestion de l'offre. J'ai travaillé beaucoup en collaboration avec Yves Perron là-dessus parce que c'était un des enjeux qui me tenait particulièrement à cœur. À titre d'ancien responsable de la relève agricole, bien, toute la notion des transferts de fermes apparentées est un enjeu qui était majeur et tous les enjeux qui touchent évidemment la gestion de l'offre. J'ai le sentiment, vous avez connu Yves, vous avez probablement eu des liens de proximité avec lui, chacun dans la salle, j'imagine. C'est de très grands souliers. Je devrais dire des souliers de travail, mais sachez que je vais travailler avec la même rigueur, la même passion. Et si ça veut dire d'arriver au travail avec une odeur de ferme, ben, c'est quelque chose que je vais assumer avec grand plaisir, assurément. Un élément pour vous présenter un peu mon parcours, aussi à titre de député. Ben, pour moi, il y a un élément qui était majeur. L'Abitibi-Témiscamingue, on parle souvent d'une région minière, d'une région forestière. Mais j'ai voulu qu'on change cette trame narrative-là. Et c'est ce que je poursuis aussi comme député à la Chambre des communes à Ottawa. Je veux qu'on nomme aussi que nous sommes une région qui est agricole. Et à force de le nommer, c'est devenu un acquis dans ma région. Quand on parle de l'Abitibi-Témiscamingue, on va nommer que c'est une région agricole dans les médias et partout ailleurs. Et je veux qu'on puisse faire la même chose dans l'économie québécoise et l'économie canadienne. Pour ça, ben, il y a différents enjeux, et notamment ceux des infrastructures. C'est des choses sur lesquelles je me suis battu. Notamment, on avait fait une étude de marché sur la situation de l'abattage en Abitibi-Témiscamingue. Parce que moi, je viens d'une région dans laquelle ça n'existe pas des abattoirs qui sont simplement présents pour nos producteurs. Donc, on demande à nos producteurs d'avoir quoi, 6, 8 heures de route, sinon 10, avec leurs bêtes, avec tout l'impact que ça a sur le bien-être animal et l'environnement et la qualité de la viande. C'est les conditions de travail des gens de chez nous. Et pour moi, c'est un non-sens. Mais ce non-sens-là perdure. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de programme au niveau fédéral pour aider la construction des abattoirs. Pour moi, c'est une bataille que je nomme à chaque occasion que j'ai parce que à mon sens, c'est comme un service public. Si on finance des aqueducs, des routes dans nos municipalités, pourquoi qu'on ne financerait pas un abattoir? Dans le sens que le gouvernement va être capable de faire des profits, de rentabiliser son investissement. Pourquoi par les taxes et les impôts des gens qui y travaillent? Mais l'argent que ça peut pouvoir amener dans une région en diversification de l'économie, en diversification des productions, c'est un enjeu majeur dans lequel nos régions ne peuvent pas se passer. Bien, il fallait documenter et c'est des choses que j'ai amenées comme élément à titre de député dans ma région. On a voulu aller plus loin, puis je vous partage ça aussi pour se rendre compte que les besoins d'une région rurale, ben, dans à peu près chaque secteur de l'économie agricole, on a des manques importants. Dans cette étude-là, je veux juste nommer aussi un facteur que je connaissais très mal, l'enjeu du conditionnement. On demande à nos producteurs agricoles d'investir souvent des dizaines de milliers de dollars pour pouvoir assurer
de maintenir la fraîcheur de leurs aliments à même leur ferme. Si on veut être compétitif sur nos marchés, de garder cette fraîcheur-là sont des éléments qui sont importants. Mais actuellement, au Québec, au Canada, on a des manques importants dans chacune des étapes de la chaîne d'approvisionnement pour venir en aide réellement à nos producteurs agricoles et également à nos transformateurs du milieu agroalimentaire. Comment on peut faire le lien entre les besoins du consommateur, mais aussi les besoins des producteurs? Entre les deux, on sent qu'il y a des gens qui en profitent énormément, qui vont pouvoir se mettre de l'argent dans leur poche, mais où vont réellement les profits si le consommateur, en bout de ligne, paye toujours plus cher, puis que le producteur et le transformateur fait de moins en moins d'argent. C'est une logique qui me questionne énormément et sur laquelle je veux continuer de me battre pour avoir des réponses. Il y a là quelque chose qui est majeur comme nœud dans le système d'équilibre de l'agriculture en ce moment au Québec et au Canada. Un troisième élément que je veux vous mentionner, que j'ai pu mettre de l'avant à titre de député local, c'est de faire une bataille pour l'unité de recherche et de développement agroalimentaire en Abitibi-Témiscamingue, qui est un projet de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, qui a maintenant créé un institut de recherche sur l'agriculture et l'agroalimentaire. Et dans le contexte, ben, c'était quoi le besoin? C'était de répondre à la connaissance de notre agriculture locale. L'Abitibi-Témiscamingue est une région nordique du Québec. On est à peu près à 6 heures d'ici et d'Ottawa si on longe la rivière des Outaouais ou la Ottawa River pour ceux qui comprennent mieux l'anglais. Et la réalité, c'est que le sol, il est différent. C'est un sol argileux. C'est un climat qui est nordique. Mais quand j'ai travaillé à l'UPA, il y avait une recherche qui m'avait particulièrement marqué, qui est celle d'AgriClimat, qui disait que l'Abitibi-Témiscamingue allait avoir dans une perspective réaliste. Donc, il y a des scénarios pessimistes, il y a des scénarios négatifs, mais dans une perspective réaliste, on allait avoir le climat de la Montérégie ou du nord-est des États-Unis pour 2050. Bien, 2050, c'est pas mal demain matin. Comment le Québec, comment le Canada va s'ajuster sans avoir un centre de recherche comme celui qu'il y avait à Kapuskasing et qui a été fermé en 2015? Bien, ça a eu un impact dramatique chez nous. Et qu'est-ce qu'on constate actuellement? Bien, la première décision du gouvernement Carney, quand il parlait de pouvoir avoir des économies de coûts, on a beau faire 78 milliards de déficit, on veut investir 50 milliards en défense, mais on va couper 15 dans chacun des ministères, à commencer par celui de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Et c'est quoi le premier secteur qui est touché? C'est celui de la science et de la recherche. Donc, les premières actions qu'on a pu faire ou que j'ai pu avoir comme impact au comité de l'agriculture auquel je siège maintenant comme vice-président, c'est de prioriser une étude. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? Ben, c'est l'ensemble des secteurs ruraux qui sont affectés, l'ensemble des secteurs de l'agriculture, qu'ils soient publics ou privés, l'ensemble des productions ont besoin de données fiables et tangibles pour pouvoir parfaire leur agriculture. Hier, ce matin, j'étais avec les producteurs de grains. Ils nous disaient que pour chaque dollar investi, c'était 32 dollars qui étaient ramenés en revenus. C'est donc dire que chaque dollar investi en agriculture sont des investissements. Puis je me pose même la question si dans l'ère de ce changement mondial ou que l'ordre mondial est de plus en plus fragilisé, quand on parle d'augmenter les budgets militaires de chaque État, bien, pourquoi on ne considérerait pas les dépenses en agriculture comme étant des dépenses de défense? Si on veut atteindre 5 de nos dépenses, bien, pourquoi on ne considérerait pas nos investissements en agriculture? Parce que pour moi, la souveraineté alimentaire est une notion fondamentale. On veut protéger nos populations, ça passe par l'agriculture. Et quelque chose qui me choque particulièrement quand je pense à l'agriculture, c'est que nous nous donnons, particulièrement au Québec, les normes environnementales les plus élevées au monde. Et ça, c'est une grande fierté. Mais on a l'impression que tout ce qu'on produit est fait pour l'exportation, mais jamais il y aura une forme de réciprocité des normes. Jamais on va s'intéresser aux consommateurs locaux. Comment on va pouvoir favoriser des circuits courts? Comment les gouvernements n'ont pas mis en place des infrastructures d'investissement qui permettent de faire en sorte que le producteur puisse avoir accès notamment directement à nos épiceries, notamment à nos restaurateurs. Ce n'est pas le cas dans une région comme la nôtre et ça manque cruellement dans de nombreuses régions. Donc, on va se donner les meilleures normes animales, les meilleures politiques environnementales. Pour moi, c'est une très grande fierté, mais j'ai l'impression que ce qu'on va consommer à l'épicerie vient souvent
voire presque tout le temps d'ailleurs. Comment on est capable de maximiser nos circuits courts, comment on est capable de manger davantage localement. Pour moi, ça devrait être une priorité ici au Québec et au Canada. Et quand on pense justement à cette réciprocité des normes-là, ben, je pense évidemment à tout l'enjeu du bien-être animal. Pour moi, il faut être capable de poser des actions en ce sens-là. Puis comme je disais, quand il n'y a pas de programme, notamment pour l'abattage, puis qu'on force nos animaux à faire des kilomètres et des kilomètres, mais qu'on va développer des programmes pour notamment rendre accessible l'abattage de viande halal et cachère, ben, pour moi, ça me pose des sérieuses questions sur les priorités de ce gouvernement-là. Je veux nommer dans les très grandes fiertés de représenter le Bloc québécois, ben, notamment la bataille sur la gestion de l'offre. Ça a été une bataille qu'on aura menée avec plusieurs d'entre vous. En fait, on nommait un enjeu qui était très important au Québec et qui est très important aussi dans le restant du Canada. Évidemment, dans le contexte avec les États-Unis, ben, c'est majeur parce qu'on sait que les États-Unis produisent plus de surplus qu'on produit de lait au Québec et au Canada. Donc, la gestion de l'offre va protéger évidemment nos marchés, permet à des fermes en Abitibi-Témiscamingue, des fermes familiales, d'être toujours actives et d'être rentables. Puis là-dessus, merci évidemment aux producteurs de lait du Québec d'avoir eu une pensée pour protéger les quotas dans une région comme la nôtre. Mais si on a pu faire cette bataille-là et la gagner, ben c'est notamment parce qu'elle aura été jouée en équipe. Elle a été jouée en équipe de la part de tous les partis politiques. Elle a été jouée en équipe aussi avec plusieurs sénateurs, sénatrices, dont Amina Gerba et le sénateur Martin, aide-moi là-dessus. J'ai un blanc sur son nom. J'aurais pas dû. J'y reviens. Ça va me revenir. Mais bref, il y a un travail d'équipe qui doit se faire pour l'agriculture. Si on veut revenir à avoir des succès comme celui-là, je pense que c'est un enjeu qui est important parce que, évidemment, Donald Trump nous facilitera pas la vie. Donald Trump a des États qui souhaitent gagner, qui sont notamment des États ruraux. Mais nous aussi, on doit être capable d'avoir un préjugé favorable face à nos territoires ruraux. La gestion de l'offre aura permis d'être protégé dans son intégralité et on veut le protéger par des lois du Parlement. Ce qui va être à renégocier dans la séquence, bon, on sait que s'il n'y a pas d'entente d'ici le mois de juillet, ben la CEUM, de la façon actuelle, va pouvoir se prolonger pour un maximum d'une dizaine d'années. Le statu quo nous sert bien. Mais assurément que les Américains vont trouver encore d'autres brèches pour pouvoir aller à l'offensive, pour s'attaquer à notre système agroalimentaire. Il faudra être extrêmement vigilant et vous pouvez compter sur moi, sur le Bloc québécois, pour être particulièrement proactif là-dessus. Un des enjeux qui aussi demeure majeur, c'est la protection de notre économie régionale, notre économie rurale. À titre de porte-parole des comptes publics, mais aussi comme député d'Abitibi-Témiscamingue, une chose que je trouve importante puis que je m'amuse à faire, c'est de poser une question à peu près à chaque ministre qui vient nous voir en comité et d'avoir c'est quoi pour eux la définition d'une région rurale. Et ce qu'on nous répond, ben, c'est souvent des absurdités. C'est 100 000 habitants et moins pour un territoire. En ce sens-là, Gatineau, qui est la ville à côté d'Ottawa, on s'entend, on est ici dans une agglomération d'1,6 million d'habitants, ben, a réussi à faire financer sa piscine, ses gymnases et sa palette de gymnastique avec un fonds d'investissement municipal rural en 2010. Donc, comment nous, dans des régions dites ressources, dans des régions agricoles, dans des régions rurales, on fait pour avoir l'argent du fédéral qui va nous permettre d'avoir des infrastructures, notamment pour nos producteurs agricoles, ben, ça demeure un enjeu qui est entier. Donc, comment tenter de faire dévier l'enjeu des grands programmes, comme exemple Bâtir Maison Canada, qu'on nous avait annoncé en grande pompe, qui annonce 4000 logements à Longueuil ou dans des agglomérations importantes. Ben, nous, la pénurie de main-d'œuvre de main-d'œuvre et de logements, on la vit depuis une vingtaine d'années. Mais souvent, les programmes ne s'appliquent pas dans les régions. Et s'il y a quelque chose sur lequel je veux continuer de me battre, je pense que vous allez être pas mal tous d'accord parce que vous allez aussi avoir, peu importe quelle région du Canada vous êtes, je pense qu'on peut s'unir pour l'importance de préserver et de valoriser la ruralité. Quand on parle de souveraineté du Canada, ben, ça passe par la souveraineté, l'occupation de notre territoire et l'occupation du territoire, ben, dans bien des cas, on la doit à nos producteurs agricoles. Je veux parler de l'importance aussi des entreprises agricoles, des petites et moyennes entreprises qui sont souvent des parents négligés par des parents pauvres de notre système gouvernemental.
Il y a tellement de paperasses qui sont exigées auprès de nos producteurs agricoles et je pense qu'il faut sincèrement trouver des façons de faire en sorte que nos productrices, nos producteurs, nos transformateurs puissent faire ce qu'ils aiment le plus, c'est-à-dire être sur la terre, être dans leur laboratoire, de pouvoir être sur le terrain plutôt que de remplir des formulaires ou de la reddition de comptes constamment pour des données dont on a souvent déjà. Pour moi, je veux le dire, investir en agriculture, c'est d'investir dans notre nourriture, c'est d'investir dans la population. C'est probablement la chaîne la plus importante et qui a été trop souvent négligée. On parle d'agriculture, on parle d'exportation de plus de 100 milliards en produits. Au Québec, c'est 8,3 milliards. On parle d'un emploi sur neuf au Canada, 7 du PIB, 5,5 au Québec. Donc, c'est un secteur qui, trop souvent, est négligé et qu'il faut nommer comme étant un élément central de l'économie et du développement du Québec et du Canada. Il faut savoir d'où viennent aussi pour moi une bataille importante, qu'est-ce qu'on consomme. Si on veut valoriser l'achat local de nos produits, ben, il faut savoir que c'est des produits locaux. Donc pour moi, l'enjeu d'étiquetage est un enjeu majeur. Si on veut pouvoir savoir d'où viennent nos produits, puis de façon claire, quand on voit des fraises du Mexique et du Québec, ben, pour moi, c'est jamais clair. Puis dans le bout de ligne, ben, finalement, c'est une opportunité de nous faire passer autre chose que des produits qui sont faits par nos producteurs locaux. Donc, il y a là pour moi aussi quelque chose de majeur à nommer et qui doit faire partie de nos discussions sur l'agriculture. Je vais voir combien de temps qu'il me reste. Ben, je vais voir. Est-ce que vous avez des questions? Pour moi, c'est un aspect qui est important de garder un peu de temps pour ça. Mais simplement vous dire que, en terminant, que pour moi, je peux pas dire que je viens d'une famille agricole. Mes parents n'étaient pas des producteurs, mais certainement, il n'y a pas plus grande fierté en politique que de pouvoir se lever à la Chambre des communes, de pouvoir se poser des questions en comité pour défendre ceux qui assurent notre garde-manger et vous pouvez compter sur moi pour être présent à chaque endroit qui va permettre de lever la voix pour défendre nos producteurs agricoles. Un des exemples de celui-là, ben, c'est aussi, tout ça, une pensée pour ceux qui vont être sur le long du corridor de Via Rail, s'assurer qu'on consulte adéquatement nos producteurs agricoles sur les conséquences de passer un train à grande vitesse sur leur terre, sur leur territoire. Et c'est un exemple de loi qui est votée actuellement au Parlement, je pense, à C15, dans lequel on veut finalement passer par-dessus la volonté des producteurs de défendre eux-mêmes et d'avoir peut-être une compensation qui va permettre ou des compromis qui vont permettre de maintenir leurs actifs. Il y a là aussi des conséquences majeures. Dernière pensée aussi, la relève agricole. Il faut être capable de préparer cette relève-là, mais pour ça, elle aura besoin d'un coup de main beaucoup plus robuste, des programmes qui soient davantage alignés sur les besoins de cette relève-là. Et ça, ben, pour moi, ça va être aussi une bataille que je vais faire avec fermeté. Merci.